Dans la vie, il y a des blessures qui, comme une lèpre, rongent l'âme dans la solitude. Écrit l'Iranien Sadegh Hedayat au début de son roman La Chouette aveugle. Ce petit homme à lunettes rondes le savait mieux que quiconque. C'est une de ces blessures qui l'amena à ouvrir le gaz en grand dans son appartement de la rue Championnet à Paris. Un soir justement de grande solitude. Un soir d'avril, très loin de l'Iran, très loin, avec pour seule compagnie quelques poèmes de Khayyam et une sombre bouteille de cognac, peut-être, ou un galet d'opium, ou peut-être rien, rien du tout, à part les textes qu'il gardait encore par-devers lui et qu'il a emportés dans le grand vide du gaz. On ignore s'il laissa une lettre ou un signe autre que son roman La Chouette aveugle, depuis longtemps achevé, et qui lui vaudra, 2 ans après sa mort, l'admiration d'intellectuels français qui n'avaient jamais rien lu de l'Iran. L'éditeur José Corti publiera La Chouette aveugle peu après Le Rivage des Sirtes. Julien Gracq connaîtra le succès quand le gaz de la rue Championnet venait de faire son effet, l'an 1951, et dira que Le Rivage est le roman de toutes les pourritures nobles, comme celle qui venait d'achever de ronger Hedayat dans les terres du vin et du gaz. André Breton prendra parti pour Les Deux hommes et leur livre, trop tard pour sauver Hedayat de ses blessures, s'il avait pu être sauvé, si le mal n'était pas, très certainement, incurable. C'est l'interrogation et la juxtaposition des éléments entre eux qui fabriquent le politique. C'est-à-dire que c'est plus du tout poser des questions, des revendications, ou interroger très directement les relations, par exemple, entre le pouvoir, le peuple, la liberté. Mais c'est en juxtaposant, un peu comme j'essaie de le faire, des éléments assez disparates, en les mettant en relation, qu'on fabrique cette question politique. Et qu'on interroge ce rapport entre l'individuel et le collectif. Et notamment face à l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que, justement, le grand intérêt de l'histoire, non seulement pour le romancier, mais pour le citoyen, c'est que dans le roman, on la met en quelque sorte en action, en juxtaposant des moments historiques, en les ramenant par rapport à un regard d'aujourd'hui, et ça je pense que ça devient de plus en plus important, plus les nouvelles technologies avancent, plus le monde devient Internet, rapide, plus les nouveaux médias prennent de la place, plus l'information continue, et finalement ce que nous avons tout le temps sous les yeux, le roman offre un autre temps. Et en ce sens, il devient beaucoup plus politique qu'il pouvait l'être autrefois. Parce que le temps de la lecture nous permet de, justement, construire un discours, une réflexion pour nous, par rapport à ce que nous sommes en train de lire, et dans le temps long, avec des éléments qui sont justement pas forcément immédiats, des juxtapositions de temps, de lieu, d'espace, qui, à mon avis, fabriquent aujourd'hui vraiment l'espace de la liberté. Et très certainement, je pense que le roman va devenir de plus en plus politique en ce sens-là. Puisque c'est dans le roman, évidemment bien sûr dans les essais, mais aussi dans l'espace romanesque, qu'on peut avoir cette conjonction entre plaisir esthétique et réflexion politique, directement ou indirectement, en tout cas sur notre place par rapport au monde qui nous entoure. Et notre relation avec l'histoire, ce qui nous a précédé, et donc, bien sûr, avec ce qui va venir. Pour moi, le projet était politique parce qu'il se proposait de donner à voir les choses autrement. C'est-à-dire justement de changer le point de vue qu'on peut avoir sur les relations entre Orient et Occident, et justement remettre en question cette idée même qu'il puisse avoir d'un côté un Orient séparé d'un Occident par une frontière, et que, même si cette frontière pouvait plus ou moins se traverser, néanmoins les deux objets étaient définitivement séparés. Et toute l'idée politique qui sous-tend tout seul, c'est de montrer que non seulement les frontières sont extraordinairement mobiles, mais qu'en plus,
les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. C'est-à-dire que ce grand mouvement de domination politique, économique et militaire de l'Europe sur le Moyen-Orient au XIXe siècle s'accompagne aussi d'un grand mouvement en retour qui est en quelque sorte l'orientalisation de l'Europe. Et donc changer le point de vue là-dessus et bien montrer que il ne s'agit pas du tout de deux choses séparées, mais au contraire d'une construction commune dans le même temps, avec des éléments passant toujours de l'un à l'autre, ça pour moi c'était un projet très politique. L'histoire de l'humanité, qui est une histoire de domination, du petit seigneur féodal sur ce qui l'entoure, une domination de l'Empire sur ce qui est le plus grand, une domination de l'un sur l'autre, cette espèce de grande histoire de la violence, et qui est aussi l'histoire de l'humanité. Finalement, elle a fabriqué des noms qui sont devenus énormes, et sur lesquels on a rajouté toujours de plus en plus de concepts, pour les rendre de plus en plus gros, parce que les noms ont aussi une histoire. Cette histoire de l'Orient et de l'Occident, par exemple. Quand est-ce qu'au départ, l'Orient, c'est juste une direction. C'est ce qui donne en français le mot orientation, par exemple. Orientation, c'est trouver l'Est, d'abord. C'est orienter les églises, les mettre dans la direction de Jérusalem. Et puis, petit à petit, ça va devenir autre chose. Ça va se charger. Le mot lui-même va avoir toute une histoire et se charger d'images, de représentations de plus en plus grosses, qui ont aussi leur historicité. Et c'est ça qui rend les choses extraordinairement complexes. C'est finalement la très longue histoire aussi de la littérature elle-même, qui rajoute du texte, du corpus, des visions. Pourquoi est-ce que les Français, par exemple, n'ont pas accueilli de réfugiés? Pourquoi est-ce que les Espagnols en ont accueilli, je crois, 50 ou 70 officiellement? Parce que c'est pas parce qu'ils n'auraient pas la possibilité, on va me dire qu'un pays de 60 millions ou 70 millions d'habitants comme la France ne pourrait pas accueillir 100 000 personnes ou 150 000 personnes dans des conditions décentes comme l'Allemagne l'a fait. C'est juste parce que ça, c'est mal vu par les lecteurs. Et quand on est dans une situation politique de faiblesse, où on se dit qu'on n'a pas envie de perdre les élections, alors on ne prend pas ce genre de décision parce que c'est impopulaire. Ce qui est d'une lâcheté absolument incroyable, et d'un manque de responsabilité inouï. Déjà l'Europe savait, ça fait des années que tout le monde sait qu'il y a des millions de réfugiés qui sont obligés de fuir leur pays. Personne n'a pris aucune mesure. Pourquoi? Parce que personne ne voulait être celui qui dirait « Non, il va falloir s'organiser, il va falloir répartir ces gens. » Et c'est d'une double lâcheté, parce que ça condamne les pays limitrophes comme la Grèce, évidemment, mais aussi les pays des Balkans, qui sont parmi les plus pauvres d'Europe, à être ceux qui font face à cela. Et ça nous amène à faire des accords absolument honteux avec la Turquie sur les réfugiés. On dirait une espèce de troc. Vous avez presque du marchand d'esclaves. Alors je vous en échange, là on va vous les ramener, et puis vous les gardez, et puis en échange vous pourrez venir chez nous peut-être. Enfin, si on le voit froidement, c'est absolument incroyable. Je voudrais revenir sur cette idée qu'il y a toujours une idée, un rêve européen intellectuel. Il y avait un rêve européen des années 1900-1920, justement, mais aussi au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que la première Europe, non, il y a peut-être même une avant d'ailleurs, qui serait l'Europe de la Renaissance, où les idées, les livres commencent à circuler, l'impression fait que les idées s'échangent, et peut-être même une Europe antérieure, qui serait l'Europe latine, où justement là aussi on échange énormément en latin. La langue des intellectuels européens, c'est le latin, et ils se comprennent partout et écrivent partout la même langue. Mais le XVIIIe siècle, quand on lit les mémoires de Casanova, qui sont sans doute un des chefs-d'œuvre de la littérature du XVIIIe siècle, on a de Casanova cette image de quelqu'un justement de futile, d'un un peu licencieux. Bon, c'est vrai, il parle aussi évidemment de son amour pour les femmes, mais c'est aussi un très très grand livre justement sur l'Europe, sur la circulation des idées, la circulation des intellectuels, des gens qui parcourent avec une liberté incroyable entre
2 guerres, 2 emprisonnements qui vont de Venise à Paris, en Allemagne, qui vont jusqu'en Turquie, qui reviennent, qui changent et qui construisent déjà cette première idée qui, finalement, va déboucher quelques temps plus tard sur la Révolution française, qui ensuite essaiera à son tour d'essaimer en Europe. Et la Révolution française, on voit ça très très bien dans ces histoires, ces mémoires de Casanova, on sent que c'est vraiment un événement particulier d'un mouvement européen. Et parce que les circonstances justement locales étaient prêtes et me donnaient ça. Et donc finalement, est-ce que l'Europe, ce ne serait pas, c'est une question que je pose, finalement quelque chose qui a toujours été là, sous des formes, cette idée d'Europe. Est-ce qu'elle n'a pas toujours été de toute façon là, depuis bien longtemps, sous des formes, des façons différentes, et est-ce qu'on a réussi à réaliser maintenant aujourd'hui sous cette forme-là, celle qu'on connaît, est-ce que c'est pas voilà, des rares fois où on a pu, sur un plan d'égalité et dans la démocratie, plus ou moins réussir une construction politique, imparfaite certes, mais qui poursuit cette longue idée d'échange et d'Europe qu'avaient déjà les intellectuels depuis très très longtemps.